Verónica Mendoza, buenos días, bonjour. Bonjour, buenos días. Première question, très brièvement, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? Verónica Mendoza, je suis née à Cusco, Pérou, j'ai 35 ans, je suis anthropologue, je suis mère de famille et j'ai fait mes études et mon travail autour de l'éducation bilingue interculturelle, donc pour voir la meilleure façon de ce que les enfants qui parlent quechua au Pérou, qui est la langue originaire qui est encore très parlée tout au long de notre pays, puissent recevoir une éducation qui respecte leur identité, leur langue, et pouvoir apprendre donc l'espagnol, mais de façon plus respectueuse de même. Et politiquement, qui êtes-vous? Politiquement, alors je suis une citoyenne qui est née dans un pays où malheureusement les partis politiques, et en particulier les partis politiques de gauche, ont été très affaiblis par les effets de la violence du Sentier lumineux, mais aussi par les effets de la dictature de Fujimori dans les années 90. Donc, quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, malheureusement, je n'ai pas rencontré d'organisation solide qui puisse me nourrir politiquement. J'ai été plutôt activiste avec des jeunes étudiants comme moi. J'ai fait partie du Partido Nacionalista Peruano, non, de Ollanta Humala, qui a été élu donc en 2011 et qui n'était pas forcément de gauche, mais qui regroupait aussi des petits partis de gauche. Et plus récemment, donc, j'ai fait partie de la fondation donc de la Constitution. Vous avez rompu avec le PNP. Voilà, et donc j'ai été élue députée moi-même avec Ollanta Humala, mais au bout d'un an, un peu moins, j'ai dû renoncer parce que il y a eu rapidement un virement et une distance du programme qu'on avait proposé aux citoyens, qui est un programme de changement, un programme de gauche, mais qui a été laissé de côté par Ollanta Humala, et puis en plus dans un contexte de vulnération de droits humains, non, de meurtre de paysans de Cusco, et sans qu'il y ait de la part du gouvernement d'Ollanta Humala aucune mise en question. Et alors vous avez quitté Humala, et donc pour moi c'était insoutenable. Pour aller, comme il n'y avait pas grand-chose, pour participer à un processus de regroupement de activistes, militants aussi de gauche, mais surtout rencontre de personnes qui avons suivi, accompagné les mouvements sociaux qui dans notre pays ont eu beaucoup de force les dernières années, surtout liés aux peuples indigènes et à leur résistance pour gérer leur territoire en fonction de leur propre culture, de leur propre projet de vie et projet de développement, aussi mouvement de jeunes liés à la défense d'une éducation publique de qualité, aussi lié à la défense des droits de femmes, des communautés LGBT, si on dit ça en français, voilà, qui nous sommes rencontrés et qui... Et vous avez constitué quelque chose en commun. Et voilà, nous avons eu le besoin de donner un espace politique, non, à tout ça. Comment il s'appelle? Et nous avons constitué El Frente Amplio, donc un front large. Ça, c'était en quelle année? Très récemment, 2013-2014. 2013, les premières rencontres, les premiers essais de nous organiser, de nous constituer. Comment vous êtes devenue la candidate de ce front? Alors, ça a été parce que, et grâce au fait que nous avons fait quelque chose de révolutionnaire dans notre pays, qui existe chez vous et dans d'autres, qui est assez normal, mais chez nous était vraiment inimaginable il y a quelques années, c'est-à-dire de convoquer des élections, on les a appelées ouvertes citoyennes, où non seulement les militants du Frente, mais aussi n'importe quel citoyen intéressé, n'importe quel électeur pouvait participer et décider. Nous avons fait ça en plus de façon autogérée, sans aucun soutien de l'État, du système électoral. Et donc, les citoyens qui, je crois, avaient besoin ont demandé une rénovation dans la politique. Et il y avait beaucoup de candidats? Et nous étions 7, si je me souviens bien. Et pourquoi avez-vous gagné? Je crois justement, j'allais sur ce point, parce que les citoyens demandaient, cherchaient une force politique fraîche, neuve, qui puisse parler dans un langage qui soit différent au traditionnel, qui parfois crée une certaine distance avec les citoyens, non, qui puisse essayer d'écouter, de comprendre leurs besoins concrets, immédiats, quotidiens,
et qui ouvre les portes à une participation des citoyens, donc ils se sentent involucrés, on dit, engagés, voilà, qui se sentent engagés, non seulement, c'est pas le citoyen auquel on demande de voter, sinon de participer, de construire avec nous et alors, de participer le mouvement. à quoi? Quel était le programme? Et finalement, j'allais dire, je crois que ce qui est important pour cette apparition du Frente Amplio, c'est aussi qu'on a nos hemos comprometido con diversas banderas. Nous nous sommes engagés avec beaucoup de drapeaux. Oui, avec des agendas, des sujets qui auparavant n'étaient pas vraiment pris en compte par la gauche plus traditionnelle. Non, justement, tout ce qui est le thème culturel, les droits des peuples indigènes, des femmes, certaines libertés qui étaient mises de côté par la gauche plus traditionnelle. Et notre programme, alors nous sommes un regroupement de mouvements et organisations très différentes entre elles, non? Écologistes, socialistes, féministes, peuples indigènes, non, communautés indigènes, organisations indigènes qui font partie du Frente, le Frente Amplio, organisations syndicales aussi, certains qui viennent d'une tradition de gauche, qui ont fait partie donc de partis de gauche, d'autres citoyens jeunes qui n'ont jamais participé dans des organisations politiques, mais qui ont une volonté de s'intégrer, de participer, de s'engager. Donc on s'est regroupé autour d'un programme qui parle du besoin pour nous Péruviens d'avoir un État, parce que en Amérique latine, dans les dernières années, on a eu un anéantissement de l'institutionnalité de l'État au profit de privé. La mano libre, la mano invisible del mercado, non? La main invisible du marché. Voilà. Ouais. Donc, un des grands débats que nous avons apporté, c'est le besoin d'un État certainement moderne, dynamique, mais qui puisse établir certaines réglementations, un minimum de planification pour qu'il y ait au Pérou un développement soutenable, qui crée de l'emploi, qui respecte les droits derechos laborales, comme on dit, les droits des travailleurs, les droits du travail, qui respectent l'environnement, face à une situation où c'était vraiment l'anarchie. Non, les investissements publics et privés se faisaient aux besoins, aux intérêts de gagner de l'argent des investisseurs, et non pas en fonction d'un projet de développement qui prenne en compte tous ces aspects. Et donc c'est le besoin d'un État qui puisse organiser, planifier, le fait que les droits humains soient absolument respectés. Et quand on parle de droits humains, on parle justement de ces nouveaux droits, los derechos de la mujer, los derechos de la comunidad, los derechos culturales qui ont été un peu mis de côté, mais qui pour nous sont fondamentales. Et puis, le besoin de démocratie au sens le plus profond du terme, participation des citoyens pour la décision de ce qui a à voir avec leur territoire, leur vie quotidienne. Si je comprends bien, l'identité de ce Frente Amplio, elle n'est pas idéologique, mais c'est une identité de programme commun. Un programme minimal commun, plus que la recherche d'une identité commune qui est peut-être introuvable compte tenu du fait qu'il y a l'agrégation de plusieurs traditions et d'histoires différentes. Exactement. Et puis aussi, on s'est regroupé autour de valeurs, principios, non, qui ont à voir avec le besoin d'exercer dans les faits cette démocratie de laquelle on parle pour notre pays, dans notre propre frente, donc d'où les élections citoyennes pour élire les candidats, mais aussi la construction participative de notre programme. Par exemple, tout ce qui a à voir avec le programme de travail a été construit avec des syndicats, non, des organisations d'entrepreneurs, de petits entrepreneurs pour construire ce programme. Tout le programme qui avait à voir avec le développement durable, le droit des peuples indigènes a été construit et fait avec les organisations indigènes, non, et entre autres.
Et puis cette idée de démocratie aussi à l'intérieur du Frente, où les militants peuvent vraiment décider, participer face à une tradition de décision qui se prend entre une petite élite à l'intérieur des partis qui décide sans rendre compte vraiment aux citoyens. Alors, le pari a été justifié puisque vous avez obtenu presque 19% des suffrages exprimés. La question alors qu'on peut se poser, c'est que manifestement il y a un espace de gauche au Pérou, et pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu se manifester avant? On a l'impression, quand on regarde l'histoire politique de la démocratie péruvienne, que la gauche a toujours eu du mal à exister. Est-ce qu'il y a une réponse à cette question? Oui, en fait, il y a plusieurs réponses. Je vais essayer d'y aller rapidement. Je crois que, d'une part, l'existence du Sentier lumineux au Pérou, non? La violence. La violence politique qui a été, comment dire, ha sido un estigma para la izquierda, non? Oui, un stigmate. Pour la gauche. Dont une partie, c'est vrai, n'a pas su à temps zanjar, deslindar, rompre. Rompre avec la violence, avec les violents. Ah, voilà. Donc, même si c'est une histoire qui date des années 80, jusqu'à présent, on charge un peu ce stigma. Oui, ce stigmate. Ce stigmate, d'un côté. Puis on a eu, pendant toutes les années 90, une dictature, non? Sous Fujimori, qui a affaibli, qui a poursuivi, perseguido, non? Poursuivi des leaders syndicaux, politiques, au point de les assassiner. Donc ça aussi, ça a affaibli, ça a réduit un peu l'espace des alternatives politiques de gauche. Et puis après la récupération, la restitution de la démocratie au Pérou en l'an 2000, je crois que les gauches ont été très préoccupées par leur débat idéologique interne et très peu préoccupées de résoudre les problèmes quotidiens des citoyens. Non? Ceux qui sont abordés maintenant dans le programme. On essaie d'aborder, on n'a pas encore, c'est vrai, toutes les réponses parfaitement constituées, mais on a cette volonté, et c'est vrai qu'il y a une demande, non, de la part des citoyens d'un projet politique comme le Frente Amplio qui les écoute. Vous n'avez pas pu accéder au deuxième tour, mais vous avez quand même donné une consigne de vote. Comment justifier la consigne de vote qui a été donnée? Parce qu'on a été... C'est-à-dire de voter pour celui qui a gagné l'élection présidentielle, PPK. Donc, au deuxième tour, nous sommes restés troisième. On a quand même, ça nous a permis d'avoir 20 parlementaires sur 130, 20 parlementaires de gauche. Mais c'est vrai qu'au second tour, on a été face à 2 candidats de droite, non? Très amis des grandes entreprises et des grands investisseurs, mais très peu préoccupés des citoyens. Mais entre les deux, c'est vrai que nous avons dû faire le choix de voter pour l'un d'entre eux, parce que l'autre était la fille et donc l'héritière politique de Alberto Fujimori, dictateur des années 90, qui n'a, elle non plus, jamais fait de rupture politique avec son père et tout ce qu'a signifié son gouvernement, et qui en plus a encore en ce moment des liens forts qu'on est en train d'investiguer avec le narcotrafic, non, et d'autres délits, corruption, et donc qui était pour nous une vraie menace pour le pays. Donc entre les deux, on a fait le choix de celui qui était le moins dangereux, on va dire, pour notre démocratie. Une dernière question. L'avenir pour le Frente Amplio et pour Verónica Mendoza, c'est quoi? Construire une alternative avec un programme encore plus complet que le précédent, gagner les prochaines élections présidentielles, construire un parti. Tout ça à la fois. Donc c'est énorme. Effectivement, améliorer, approfondir notre programme, et puis surtout lui donner, comment dire, sustancia technica, non? Parce que en 2021, effectivement, ce seront les prochaines élections présidentielles. Nous avons
des chances de pouvoir être élu, donc d'être au gouvernement. Donc cela demande de nous qu'on puisse se préparer très sérieusement pour gouverner, ce qui veut dire avoir un programme solide, mais aussi former nos militants, enfin, former des personnes qui puissent à ce moment-là gouverner, ayant connaissance du fonctionnement de l'État au point de pouvoir le transformer dans le sens qu'on prévoit, ce qui veut dire aussi donc se préparer ayant une organisation solide, un mouvement solide, un mouvement politique solide, et en même temps en lien permanent avec les mouvements sociaux qui nous ont permis d'exister et qui, je crois, seront, lorsqu'on sera au gouvernement, la garantie des transformations qu'on impulsera étant au gouvernement, et pour ne pas avoir à souffrir ce que certains partis de gauche qui gouvernent en ce moment en Amérique latine sont en train de subir. Vous en serez la candidate ou il y aura de nouvelles primaires? Comment ça va se passer? Il y aura des nouvelles primaires, bien sûr. Pour nous, c'est une question de principe, non? Ouais. Et il y aura, j'espère, d'autres candidats, signal de notre pluralité, ça se dit. Et donc moi, j'ai l'intérêt, je me porterai candidate, on dit? Oui, c'est ça. Ou pré-candidate, non? Très bien. Et puis ce seront les citoyens qui décideront de la prochaine candidature du Frente Amplio. Bon, merci pour votre patience. Désolée pour mon français. Non, c'était parfait. Ça s'est compris. Merci.